Pour notre séquence à l'état sauvage consacrée aujourd'hui aux orques, je devais forcément recevoir le grand spécialiste des orques, Pierre Robert de la Tour. Bonjour Pierre. Bonjour Natacha. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur cette antenne. Pierre, voilà près de 20 ans que vous plongez en compagnie des orques libres, hein, bien sûr, et il faut peut-être le préciser. Vous avez à votre actif près de 4000 interactions avec des orques? Alors ça fait 22 ans que je pratique ces expéditions qui m'amènent tous les ans à plonger avec les orques et j'ai 6000 interactions sous-marines. 6000. Oui. Mes chiffres n'étaient pas à jour en fait, c'est que vous n'arrêtez pas. Les orques, vous les connaissez bien, vous les observez beaucoup, vous échangez aussi avec eux. Il y a 2 ans, il y a des images qui ont vraiment ému finalement la planète entière. C'est une orque qui s'appelle Thaleka qui poussait son bébé mort. Elle l'a poussé pendant près de 17 jours avant d'accepter finalement de le laisser couler. C'était vraiment extrêmement touchant, poignant. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elle vient d'avoir un nouveau baleineau. Les orques se reproduisent facilement. Ils sont dans quelle situation aujourd'hui, Pierre ? Alors cette orque Thaleka que vous mentionnez, Natacha, appartient à la population des orques résidents du sud de Colombie-Britannique, le groupe J très exactement, son numéro catalogue c'est J35, elle a été rebaptisée Thaleka, et cette population des orques résidents du sud est en danger. Chaque naissance est porteuse d'espoir, mais il faut savoir que cette population maintenant est numériquement très faible. Avant la naissance du bébé de Thaleka, ils étaient 72 rescapés. Ah oui. Il faut savoir que cette population crève de faim. Elle n'a plus accès à sa nourriture de base, qui est le saumon Chinook, pour différentes raisons. Le saumon Chinook, à cause des élevages intensifs de saumon, est contaminé par des virus et des parasites. Il ne peut plus aller se reproduire sur cette frayère à cause des barrages qui empêchent la remontée de la Snake River des reproducteurs. Donc la population de Chinook étant en baisse, l'orque, qui est son prédateur naturel, adapte sa population dramatiquement d'ailleurs au stock disponible et cette population est quasiment éteinte aujourd'hui. 72, c'est le seuil critique. Il faut savoir aussi que le premier danger qui a menacé cette population des orques résidents du Sud, ça a été il y a 50 ans quand les SeaWorld a commencé à généraliser les captures et plus de 100 orques ont été capturés pour alimenter les parcs marins. Il en reste 72 aujourd'hui, donc je vous laisse faire le compte du drame qui a été initié par ces SeaWorld. Donc la population est arrivée à un seuil critique et chaque naissance est porteuse d'espoir. Et je rajouterais que la mortalité néonatale de cette population est extrêmement forte. Probablement parce que les mères qui portent n'ont pas suffisamment d'énergie, aussi à cause de l'intoxication, de l'empoisonnement avec les pesticides. Il y a une forte mortalité et c'est ce qui a effectivement été mis en évidence par ce deuil qu'a porté Thaleka de son bébé mort-né. Pendant 17 jours, elle l'a promené sur 1800 km. C'est absolument incroyable. Vous qui connaissez parfaitement ces animaux, comment est-ce que vous expliquez ce deuil peut-être inhabituellement long par rapport à ce que l'on constate chez les orques ? Alors, c'était très long dans ce cas-là. C'était peut-être plus long que d'habitude, mais c'est quelque chose que j'ai pu voir moi-même en Norvège aussi. Ce phénomène arrive aussi aux orques norvégiens. La femelle qui pousse son bébé mort, ça a été aussi observé en Nouvelle-Zélande. Donc je pense que c'est, de par le monde, quelque chose qui est culturel, de porter le deuil de son nouveau-né pour les femelles. Ça démontre l'attachement de la mère à son nouveau-né, de son amour, de son refus de laisser la carcasse de son nouveau-né sombrer dans les flots. Et ça, je pense que ça a à voir avec la capacité à l'empathie dont font preuve les orques et plus généralement tous les cétacés d'ailleurs. Des études de neurobiologistes qui ont scanné le cerveau des orques, des dauphins, montrent qu'il existe des espaces et des emplacements dans ce cerveau qui sont dédiés à l'empathie, qui sont hypertrophiés par rapport à un cerveau humain. Comment est-ce que vous pourriez qualifier l'instinct maternel dans cette espèce ? C'est difficile à dire, à décrire en termes d'instinct. Je pense plus que c'est véritablement culturel en fait. C'est une forme d'attachement, d'amour de la mère qui est
démultiplier. Enfin, je veux dire, tous les mammifères ont cet instinct maternel, et c'est peut-être encore plus développé chez ces créatures qui ont encore une fois des prédispositions à l'empathie supérieures à la nôtre, en fait. Mhm. Et une maman orque, elle s'occupe de son petit pendant combien de temps ? Alors, il faut savoir que la mère orque, elle va vivre toute sa vie avec son petit. C'est-à-dire que l'organisation sociale du groupe chez l'orque, c'est un groupe familial qui est dirigé par la plus ancienne femelle, qu'on appelle la matriarche, et qui va vivre toute sa vie avec ses fils, ses filles, ses petites-filles, petits-fils, arrière-petits-fils, autant de générations qu'il y a. Donc, ils vont se déplacer ensemble, chasser ensemble, sociabiliser ensemble. Donc les liens qui sont les liens familiaux sont absolument primordiaux, et l'attachement, on va dire, affectif de chaque membre du groupe est incroyablement développé. D'ailleurs, dans le cas de Thaleka, on avait remarqué au moment où elle faisait donc le deuil de ce petit qui était mort, on avait remarqué qu'elle n'était pas seule quand elle poussait la carcasse de son bébé. Elle était accompagnée aussi des femelles du groupe. C'est ça, c'est que les femelles du groupe, je pense qu'elles ne s'est pas alimentée pendant toute cette période, ce qui était absolument catastrophique, parce que chaque individu a une importance primordiale dans la survie de cette population. Et je pense que les femelles du groupe se sont relayées pour essayer de partager le deuil de cette mère, pour lui permettre de s'alimenter, parce que pendant qu'elle pousse la carcasse, c'est 24 heures sur 24, c'est-à-dire qu'elle ne le laisse pas. Elle ne le laisse pas tomber un seul instant. Parce que sinon il coule, donc elle ne le laisse pas une seule seconde. Elle ne dort pas, elle ne mange pas, elle porte. C'est aussi indicateur de la souffrance de la mère face à la perte de cet être cher. Qu'est-ce que l'on connaît d'ailleurs de leur capacité à ressentir les choses, à ressentir leur environnement, à communiquer entre eux ? Alors, ressentir, c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer, parce que, je veux dire, ce qu'ils ressentent dans la nature, c'est uniquement par l'observation et l'interprétation des comportements que l'on peut extrapoler, effectivement, sur ce qu'ils ressentent. L'autre moyen serait en captivité, en faisant des mesures sanguines sur des éléments objectifs biochimiques. Mais là, c'est quelque chose qui est dévié, puisqu'ils n'ont pas un comportement normal, ils ne sont pas libres de leur mouvement. Donc, toutes ces mesures-là ne veulent rien dire, en fait. Ça serait absolument inutile. Donc, je pense que la seule chose que l'on puisse faire, c'est véritablement observer, interpréter et extrapoler leur comportement. Et les experts que je connais, que je côtoie, sont tous d'accord pour dire que ces créatures ressentent les émotions de manière extrêmement forte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment fonctionne cette communauté familiale des orques ? Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une organisation sociale qui est familiale et qui est articulée sur la plus ancienne femelle. Ce qu'il se passe quand la plus ancienne femelle décède, puisque ça arrive, et c'est arrivé dans ce groupe de Thaleka, puisqu'il était dirigé par une matriarche qui s'appelait Granny, et qui a disparu. Donc on suppose qu'elle est morte, et c'est probablement le cas, alors qu'elle était répertoriée pour avoir 103 ans, donc une centenaire chez les orques sauvages. Et chaque fille de la matriarche devient la matriarche de sa propre lignée, en fait. Et les groupes se séparent petit à petit, ils restent connectés pendant un certain temps, ils se séparent petit à petit. On a noté d'ailleurs chez les orques de Norvège que tant que la matriarche était vivante et donc organisait la vie de son groupe, l'efficacité à la chasse était supérieure que lorsqu'elle disparaissait, quand chacune des filles prenait le relais de sa propre vie familiale, comme s'il y avait une espèce effectivement de ciment familial qui était basé sur la connaissance et l'expérience de la plus ancienne femelle, et qu'il faille un certain temps pour chacune de ces filles pour aussi pouvoir organiser la chasse du groupe de manière efficace. Parce que, je veux dire, en termes de coordination, tout est basé sur les indications de la plus ancienne femelle. Quand elle disparaît, c'est sa fille
ce sont ces filles qui prennent chacun le relais. Donc il faut un certain temps avant qu'elles gagnent cette expérience à diriger et à organiser la vie du groupe. Eh bien, merci infiniment Pierre-Robert Delatour. Je vous précise, très chers auditeurs de Sud Radio, le titre de l'ouvrage de Pierre, Frères des orques, c'est aux éditions Glénat. C'est un récit absolument passionnant à lire, à découvrir pour votre connaissance en fait de cet univers des orques. Allez, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes.